C'est obligé? C'est obligé. Tu es l'hôtesse, c'est toi qui nous reçois. Alors donc je recommence. Je vous remercie donc d'être tous venus. Nous avons eu, moi j'ai eu un très très bon contact avec chacun d'entre vous au téléphone. Ça a toujours été un plaisir. J'ai été très très heureuse de savoir que vous alliez venir parce qu'on a discuté, parlé de choses et ça m'a beaucoup apaisée parce que c'est vrai que j'étais stressée. Donc j'ouvre ce lieu pour exposition de peinture. C'est une dame qui est là, Madame Bonnet, qui est là, qui a installé ses peintures. Il y aura des conférences, il y aura des signatures de livres, il y aura des soirées à thème. Il y aura également la mise à disposition de cette salle pour des gens qui veulent faire des soirées, peut-être pas trop des soirées, il y a des voisins. Alors bon, on va dire des célébrations, des choses comme ça. Ça fait longtemps que c'était prévu. On a acheté cette maison il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, avec mon mari, qu'on avait prévu de faire ça. Il est parti là-haut. Et j'ai décidé maintenant de réaliser son rêve. Donc, notre rêve. Et puis maintenant, mon projet. Voilà. Et j'ai eu la chance, bien sûr. L'extraordinaire chance d'avoir Amandine au téléphone et elle me dit tout simplement, et ça j'ai dû vous le dire, oui mais dis donc tu me parles de ton projet mais on est en train de me dire en médiumnité que c'est moi qui fais l'ouverture. Ah oui mais moi je sais, mais comment ça tu sais? Tu te rappelles? Mais moi je savais et donc effectivement j'ai cette chance. C'est pour ça j'avais souhaité principalement de rester en petit comité avec tous des gens qui connaissaient Amandine ou des amis à moi pour qu'on soit ensemble pour cette inauguration, cette ouverture et la joie d'être ensemble, de pouvoir parler la même langue, de parler pareil. Sans être obligé de faire la langue des oiseaux, comme on dit. Voilà. Alors maintenant, je pense que j'ai bien présenté. Et je pense que c'est quand même toi qui es. Je te remercie. Je vais juste prendre le micro. Alors, je précise que Monsieur Bruno est toujours très très présent. Il a toujours été très très présent et tu continueras d'être très présent. Il te lâche pas. Donc pour la caméra, je vous re-salue tous et bonjour et merci d'être venus, d'avoir répondu à cet appel. Et moi je suis très heureuse d'avoir l'occasion de vous rencontrer pour la première fois physiquement, beaucoup d'entre vous, parce que c'est vrai que les déplacements, j'ai trop eu le temps en fait. Voilà. Donc là, exceptionnellement pour Lucienne, parce qu'on me l'a demandé, je suis venue. Et comme je sais que j'aurai pas forcément le temps de réitérer régulièrement ce genre de choses, je vous ai bien expliqué que ça allait être rare parce que j'ai de moins en moins de temps. Et là, c'est vraiment un moment privilégié entre nous, l'occasion de se rencontrer, l'occasion de faire cette inauguration d'un beau lieu parce que vraiment tu as mis l'accent et le lieu est beau. Quand je suis arrivée hier soir, j'ai fait waouh, j'ai dit ok, c'est bon. Parce que je peux vous assurer que j'ai fait des séances de médiumnité, entre autres, alors, je dirais pas où, mais c'était la salle de la commune. Là où il y a les danses folkloriques, les gamins qui font du sport et tout ça. Et je peux vous assurer que de passer derrière, j'ai dû mettre 3 jours à récupérer par la suite, ça avait été vraiment très costaud. Donc là, pour le coup, le lieu est beau, donc bravo et jolie naissance pour le mât du chêne blanc. Lucienne, évidemment, je te souhaite tout le plaisir, tout le bonheur et toute la réussite possible pour le mât du chêne blanc. Je sais que tu accueilleras des personnes de qualité et évidemment, je t'inclurai parce que ça fait partie des belles adresses où on pourra venir en toute connaissance de cause, en sachant que ce sera bien reçu et que ça se passera bien. Voilà. Du coup, alors, pour cette conférence-ci, vous êtes d'autant plus vénard que j'ai jamais fait ce sujet de conférence. Là aussi, on me l'a demandé, je l'ai jamais fait. Vous êtes les tout premiers, vous êtes les proms. Du coup, il va y avoir donc la conférence en elle-même. Ensuite, les questions où Florence, tu peux lever la main, Florence?
coucou, voilà, il y a Florence tout en bleu, la dame en bleu, qui passera avec le deuxième micro au bout d'une perche pour que vous puissiez poser vos questions sur les questions après la conférence. Comme ça, eh bien, il y aura le son, parce que dans ce genre d'enregistrement, ce qui est toujours délicat, c'est qu'on entend bien la personne qui fait conférence, mais vous, on ne vous entend pas. Donc, vos réactions, vos commentaires, vos questionnements, on ne vous entend pas. Donc là, je tenais à ce que chacun puisse pouvoir réagir, sachant que de toute façon, il n'y a que moi qui le filmé. Vous voyez bien que j'ai mis devant. Donc, votre anonymat est tout à fait respecté. Vous n'avez pas à vous en inquiéter. Voilà. Tout est respecté. Et il y aura donc le micro pour la partie question. Ensuite, il y aura donc la pause. Et vous allez être chouchouté pendant la pause. Hein. Je sais ce qui vous attend, donc moi je dis rien, je les laisse faire. Et après, pour la séance de médiumnité, évidemment, il y aura aussi le micro pour que nous puissions échanger. Voilà. Ça, c'est ce que je devais dire au niveau organisationnel. Oui, mais j'arrive. Donc, eh bien, allons-y, commençons tout de suite avec la conférence qui, aujourd'hui, et je le précise, c'est la toute première fois que je fais ce sujet-là, porte sur les vices. Je ne vais pas ouvrir à Leroy Merlin, je parle des vices, V-I-C-E-S, hein, que les choses soient claires. Je ne fais pas dans le jean non plus, je ne fais pas dans le bricolage ni dans le jean, c'est les vices, L-E-S, plus loin V-I-C-E-S. Et ce sujet-là, en fait, je me suis même interrogée si, bon, comment on dit ça, j'ai dit, ah bon, si, ok, d'accord. Bon, quand on commence à me dire de manière très péremptoire un sujet de conférence, je sais que ça sert à rien d'essayer de négocier. J'ai dit, ok, on y va. Et puis finalement, c'est vrai que c'est très en lien avec ce qui se passe à l'heure actuelle, et ça vous permettra, je l'espère en tout cas, par ce partage, d'avoir quelques clés de compréhension ou de lecture supplémentaires, puisqu'évidemment vous êtes des grands garçons et des grandes filles, ça fait un moment que vous n'avez pas besoin de moi pour réfléchir, mais j'espère en tout cas par ce partage vous apporter des exemples et des clés de compréhension supplémentaires pour être des citoyens éclairés et pouvoir correctement comprendre notre situation actuelle. Donc c'était pas mon but premier, mais on me l'a demandé. Donc c'est que ça a son utilité aujourd'hui particulièrement, puisque pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez, voire depuis plusieurs années. Alors, c'est l'occasion de partager ce sujet. Je me suis fait quand même quelques fiches pour rien oublier de ce que je dois vous dire. Oui, bah ça je viens déjà de vous expliquer. On va faire en plusieurs points, donc déjà je vais reprendre les bases. Je vais aborder aussi la persistance et l'immédiateté. Ce sont deux principes qui sont tendance à être opposés, même si ça n'en pas forcément l'apparence. L'obsession, la destruction de l'innocence, et qu'est-ce qui leur arrive après. Évidemment, c'est mon partage, donc c'est le fruit de mon expérience, de mes propres explorations, des guidances dont j'ai bénéficié, des exemples que j'ai rencontrés. Je ne prétends pas être l'alpha et l'oméga. Je partage ce que je peux partager, et évidemment sur ce sujet-là en particulier parce que c'est un peu sensible. Voilà. En ce moment, il y a le film Les Survivantes qui est dans les salles. D'ailleurs, il y a 30 salles supplémentaires pour le film Les Survivantes, donc il y en a plus. J'ai fait 4 heures de route, moi, pour aller le voir à Chaland. Mais il y a maintenant 30 salles supplémentaires. Donc, on peut plus facilement aller le voir. Ils l'ont remis à Nîmes. Eh ben, très bien, impeccable. Merci pour cette information. Donc, il repasse à Nîmes. Et c'est vraiment... Alors, petite digression. Ça m'a fait un choc particulier d'y aller quand j'ai vu le documentaire parce que une des personnes est quelqu'un qui me connaît depuis des années, que j'ai eu en consultation, et évidemment, je n'avais rien dit parce que je respecte les consultations. Donc j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre quand je l'ai vu à l'écran en train d'expliquer ce qu'elle m'avait dit, que j'étais la seule personne à qui elle l'avait dit. Et bon, il y a un côté boum, un peu miroir, effet miroir. Mais après coup, je me suis dit, ben, si ça a pu l'aider à, vider son sac, se resituer dans cette histoire très douloureuse et réussir à garder son équilibre personnel, eh ben, tant mieux. Donc, je peux vous confirmer personnellement, connaissant le cheminement d'une des personnes qui fait partie de ce documentaire, que c'est à la fois très respectueux,
très digne. Il y a rien de glauque, il y a rien de à voir qui puisse heurter. C'est que du témoignage, et ce sont des femmes très très courageuses parce qu'évidemment il y a des menaces derrière. Donc plus on sera nombreux à aller voir le film, et plus la visibilité fera leur sécurité. Et je pense aussi que dans l'époque qui est la nôtre, ça a dû peser dans le fait qu'on me demande de faire ce sujet-là aujourd'hui. Voilà. Alors, je ne demande pas si vous me connaissez. Cette partie-là, c'est déjà fait. Donc, du coup, on va enchaîner directement avec la conférence. Alors, je vous dis la définition exacte. Je suis allée chercher la définition exacte pour avoir un point de départ objectif sur ce sujet. Et j'ai trouvé donc deux définitions. Disposition naturelle au mal, conduite qui en résulte. Et la deuxième, mauvais penchant, défaut grave que réprouve la morale sociale. Donc, je vais revenir sur l'adjectif naturel et aussi que réprouve la morale sociale. C'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer de nous changer les lois et les normes, parce que pour que ce ne soit plus réprouvé par la norme sociale. En fait, c'est pour ça qu'ils nous enquiquinent à ce point-là, c'est qu'ils essayent de faire bouger les normes pour ne plus être hors normes. On se comprend sur l'idée ? Voilà. Donc ça, j'ai trouvé la deuxième définition très intéressante parce que vraiment, on est pile poil dans le truc. Et je vais revenir évidemment sur le côté naturel. En ce qui concerne le naturel, tous les psys vous le diront, il y a l'inné et l'acquis. Ça, vous trouvez ça dans tous les livres de développement dans les supermarchés. Bon, l'inné et l'acquis, ok. Sauf que ce qu'on appelle inné, c'est généralement beaucoup de l'acquis antérieur. C'est pour ça que les personnes qui ont des talents précoces sont souvent jalousées ou exposées, mais de toute façon, c'est pas venu de nulle part. S'ils ont un bon niveau, c'est qu'ils ont bossé pour. Donc, quand vous avez des personnes comme ça qui sont très naturellement douées pour telle ou telle chose, généralement, ça vient de l'acquis antérieur. Donc, c'est quelqu'un qui a bossé pour, et donc tant mieux, la personne a un bon niveau, tant mieux parce que ça a été bossé. C'est pas la seule possibilité. Vous avez aussi l'origine de l'âme. Je vous perds pas jusqu'à présent, ça va ? Ok. Il faut comprendre qu'en latin, l'âme se dit anima, parce que l'âme anime le corps. Donc on est bien sur notre part d'énergie, notre essence d'origine, qui est dans ce corps physique ici maintenant pour interfacer et apprendre, mais on est bien sur l'animation du corps. Et ce qu'il y a, c'est que les origines de l'âme peuvent être très différentes. C'est plus variable qu'on ne pourrait l'imaginer de base. Sans vouloir heurter les croyances, parce que je ne rentre pas dans les croyances, je reste juste dans le partage de ce que j'ai appris et je ne cherche pas à heurter qui que ce soit, que les choses soient claires. Vous avez des âmes qui viennent d'en haut et vous avez des âmes qui viennent d'en bas, pour vous la faire brève. Donc, quand on a... ça, je l'ai compris parce que j'y étais confrontée quand j'essayais d'aider quelqu'un. Et combien de fois ça m'est arrivé d'avoir affaire à une âme, mais en larmes, en pleurs, en désespoir total, parce que la personne, avec son ego, était très néfaste, soit envers elle-même, soit vers les autres, et voire parfois de la criminalité, etc. Et moi, j'avais l'âme qui venait d'en haut, qui me suppliait d'aider la personne, de l'aider à comprendre comment la personne arrête d'être nuisible, d'être criminelle, etc. Sauf que quand vous avez un ego très dimensionné en face, l'ego très dimensionné, il n'en a rien à péter. Mais j'ai eu ce cas de figure-là, où là, vraiment, je savais l'origine de la personne. Mais vous avez aussi, et ça c'est plus perturbant et dérangeant, dans le cadre de l'élévation, puisque nous sommes censés donc évoluer, grandir, nous améliorer, et logiquement, dans ce cas de figure, il y a aussi ceux qui viennent d'en bas, qui sont censés s'améliorer, évoluer, à qui on laisse cette chance. Et le libre arbitre fait le reste. Le libre arbitre, j'ai fini par l'appeler le droit à être con. Petite touche personnelle, vous connaissez mon humour. Parce qu'en fait, comme on vient avec l'oubli, on a les choix.
Mais la libre arbitre, c'est pas le droit d'être néfaste sans conséquence, c'est pour nous responsabiliser. Et dans ce cas de figure des âmes qui viennent d'en bas, qui sont justement là pour s'élever, pour évoluer, pour s'améliorer, ben le libre arbitre plus cette origine la dame, ça peut très mal finir en fait. Voilà. Et là, au lieu d'avoir une âme en larmes qui vous supplie d'essayer de faire quelque chose pour convaincre l'ego buté que vous avez en face de s'améliorer, et ben là, quand vous vous concentrez, vous avez affaire à une âme qui est plutôt dans le sombre et qui rigole de satisfaction. Parce que, en fait, bon, j'allais au bout du propos. Quand on les fait monter d'en bas, c'est très inconfortable. Et donc, l'âme en question n'a pas tant que ça envie de s'améliorer. Et du coup, le fait que la personne trébuche en faisant du négatif, trébuche en renouvelant des choses comme ça lui permet d'être sûr que ça va pas s'améliorer. Est-ce que jusque-là on se comprend? Du coup, vous avez affaire, quand vous vous concentrez sur l'âme de quelqu'un, alors évidemment quantitativement il y en a beaucoup moins, mais j'ai déjà eu à rencontrer ce cas de figure où bien on se concentre et l'origine de l'âme, l'âme rigole quoi en fait. C'est circuler, il y a rien à voir. Moi j'en suis très content ou contente hein, parce que c'est pas forcément masculin. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est hors genre, hein, ok. Et puis vous avez aussi des origines complètement extérieures. Et là, c'est pas le sujet non plus. Je le précise juste pour avoir un propos complet. Et je tiens à préciser qu'on n'est pas là pour faire de la SF, que je ne compte pas écrire un scénario de film de science-fiction, quoique quand j'écrirai le livre sur ma vie, je suis prête à parier qu'il y en a qui croiront que c'est de la science-fiction, mais ça c'est un autre sujet. Les origines, quand je dis extérieures, ne sont pas forcément nocives. Parce que on essaye de nous mettre vraiment la peur dans la tête de plein de manières différentes. Et la SF sert souvent à nous effrayer et à nous rajouter des couches et des couches de peur. Les origines extérieures peuvent être aussi bien intentionnées. On se comprend là-dessus, c'est bon, je peux enchaîner? Ok. Une fois que vous avez cette structure-là dans la tête, le reste est beaucoup plus facile à comprendre. Mais ce qu'il faut, c'est partir des bases. Qui vient d'où? Qui a quelle priorité? Qui a quelle vocation? Et le rôle du libre arbitre. Parce que le libre arbitre, ça sert à nos responsabilités, c'est pas un blanc-seing pour faire n'importe quoi à n'importe qui. Et du coup, on a tendance à toujours mettre sur un piédestal le libre arbitre, alors que le libre arbitre est un outil. C'est pas la permission de faire tout et n'importe quoi. Parce que on est censé évoluer et non involuer. Ensuite, donc ça c'est fait. La persistance et l'immédiateté. Alors la persistance et l'immédiateté, ce sont deux notions qui peuvent paraître pas forcément opposées de prime abord, mais dans la façon dont sont jugés nos actes, nos propos et les comportements divers et variés que nous avons eus, c'est un critère qui est très 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 important. Parce que la persistance, je vous cite deux cas de figure. Et la persistance, je me la suis bouffée. La persistance, c'est quand vous avez quelqu'un qui, de manière lâche, planquée, va tirer les ficelles de votre destruction brique par brique pendant des années et des années avec délectation. Que ce soit votre mère, votre ex, votre père, un frère, une sœur, on n'est pas là sur qui ni sur quel genre, je parle d'un principe de fonctionnement. Et la persistance, c'est quelqu'un qui, de manière vraiment durable, jouissive, lâche et planquée, va vous détruire bout par bout. L'immédiateté, c'est quelqu'un qui va agir sur une pulsion.
Par exemple, il y a eu ce cas d'un commerçant qui avait été braqué je sais combien de fois, et puis il a fini par tirer, manque de peau, bon ben il a tiré de manière létale, mais il n'a pas tiré pour tuer, il a tiré parce qu'il en avait marre qu'on vienne le cambrioler. Bon, donc là on est sur quelqu'un qui a réagi en pulsion, mais qui n'avait pas d'intention. Vous me suivez jusque-là? Parce que la différence entre la persistance et l'immédiateté, c'est l'intentionnalité. Vous avez un accident et puis la personne, elle décède dans un accident. Évidemment, vous n'avez pas voulu la mort de cette personne. Factuellement, ok, il y a un décès, mais vous n'aviez aucune intention que ça arrive. Et le critère numéro 1, et là, j'ai quelques décennies d'interrogation là-dessus, de consultation aussi, le critère numéro 1, c'est l'intentionnalité. Parce que vous avez beau avoir le contexte, vous avez beau avoir le résultat, ce qu'il regarde en premier, c'est l'intentionnalité. Évidemment, il regarde le reste aussi, mais en premier, ce qui est toujours regardé, c'est l'intentionnalité. Parce qu'il y a même des fois où des personnes, en apparence, n'avaient pas forcément prémédité, mais on se rend compte quand on creuse qu'il y a une rancœur de plusieurs décennies, que la personne s'était déjà vantée dans des moments de colère, ouais, de toute façon, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, en fait, il y a des fois, même si on n'a pas l'impression d'avoir complètement prémédité, il peut y avoir un background d'intentionnalité qui sont bien là. Et ça, c'est exactement le genre de choses qui est regardé en premier. Et quand je vous dis que le sujet est sur les vices, on est bien là-dessus. C'est-à-dire quelqu'un qui va de manière intentionnelle faire ses actes ou faire en sorte que les actes arrivent. Ce sont deux situations différentes. Pendant des années, de manière organisée, en organisant son impunité, etc. À cette personne-là, je peux vous assurer que la vie physique, elle est temporaire, hein, voire même très temporaire. Donc de toute façon, tout le monde y passe à un moment donné au niveau du jugement. Et ceux qui s'imaginent qu'ils vont passer à travers, je vais vous expliquer 2-3 trucs, vous serez rassurés, parce qu'il y a la loi des hommes et il y a la loi tout court. Donc en fait, c'est là-dessus qu'on est jugé en premier. Et parmi les personnes qui peuvent avoir des pratiques dangereuses ou nuisibles, ce sera toujours le critère numéro 1. C'est pour ça que je vous ai parlé de la persistance et de l'immédiateté. Sur ce sujet-là, les deux personnes qui en 2012 se sont organisées pour, de manière persistante, me détruire, professionnellement, financièrement, elles m'ont poussé au suicide, les deux machins quand même. Hein. Elles essayent de se faire passer pour des victimes, mais j'ai failli finir à la rue et elles m'ont poussé au suicide. Ça par contre, c'est bizarre, elles ne le précisent jamais. C'est bizarre. Donc, il y a eu une mise en examen qui a été lancée sur une plainte. C'est-à-dire que c'est moi la victime, mais en fait, la plainte a été faite par les agresseurs sur la victime. Comme par hasard, elle a été acceptée, alors que les agresseurs étaient établis. Et bizarrement, quand moi j'ai été auditionnée, ce qui est ressorti de l'audition, c'était l'inverse de ce qui était sorti de ma bouche. Et comme par hasard, c'est cette mise en examen-là qui a justifié dans les services tout ce qu'ils m'ont fait subir. C'est pratique, hein? Voilà. Donc là, c'est un cas d'école de persistance. Voilà. Et les deux nénettes, elles sont même pas capables d'imaginer ce qui les attend. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est un cas d'école. Ensuite, il y a l'excuse d'immédiateté. Ça, j'ai commencé à vous en parler. C'est quand on a justement des circonstances qui vont faire que, mais qu'il n'y avait aucune intentionnalité derrière. Je me suis retrouvée à interroger les guides à un moment donné. Je sais plus quel crime avait eu lieu, mais c'était un crime vraiment lourd. C'était quelque chose d'assez lourd. Et en fait, quand j'interrogeais les guides, c'était genre la personne n'était presque pas coupable. Alors moi, ça m'avait choqué sur le moment. C'est pour ça qu'aussi, ça fait partie des interrogations que j'avais posées. Et en fait, ils m'ont montré que le contexte, en gros, 80% c'était le contexte, 20% c'était la personne. Je vous la fais brève. Donc en fait, comme il n'y avait pas d'intentionnalité et que la personne, grosso modo, c'était que 20%,
eh bien, de l'autre côté, ils ne jugeaient pas du tout les actes qui avaient été commis avec le niveau de gravité que les médias en faisaient. On se comprend sur la différence d'appréciation? Voilà. Et moi, sur le moment, ça m'avait vachement choqué. Du coup, c'est pour ça que je vais commencer à réfléchir, à interroger, etc. Et ils sont tellement dans la justesse qu'il y a des fois, c'est un petit peu rude parce que on est humain aussi, on compatit pour la victime, on compatit pour les proches. Donc il y a des fois, ça peut paraître léger, mais c'est parce qu'ils sont vraiment très 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 à cheval sur l'immédiateté et l'absence d'intentionnalité, mais vraiment très à cheval. Et du coup, il y a des fois des choses qui ne sont pas considérées comme graves, qui de l'autre côté sont considérées comme extrêmement graves, et des situations qui peuvent parfois nous avoir choqués, surtout quand c'est médiatisé, que c'est mis en épingle, alors qu'en fait, du point de vue de l'autre côté, eux, ils ont le tableau complet, et c'est pas aussi grave que ça peut nous être dit dans les articles de journaux. Je me permets d'insister là-dessus pour que vous compreniez que leur appréciation peut parfois être différente de la nôtre. Parce que nous ici et maintenant, on n'a accès qu'à une partie de la situation, qu'à une partie des informations. Eux, ils ont le tableau complet. Et ils sont vraiment, mais c'est raides de justice, c'est raides de justesse. Donc si c'est voilà, il y a pas de négociation, de marchandage de bout de tapis derrière, non, c'est ça et c'est rien d'autre. Et du coup, il peut y avoir des différences entre notre appréciation à nous et leur appréciation à eux à cause de ça. Être toujours conscient que nous n'avons par les journaux, dans les affaires, etc., qu'à une partie des informations. Et souvent en plus, elles sont présentées de manière pas forcément honnête. Donc on n'a pas les outils pour vraiment se faire une opinion de qu'est-ce qui est vraiment la notion de gravité. Et je vais vous citer un contre-exemple, le cas de la petite Maëlys. Je fais exprès de dire son nom à elle et pas son nom à lui. Ils nous ont cassé les machins, pour le dire poliment, avec l'histoire du loup solitaire. Bon, alors déjà le loup solitaire, ok. Et en fait, ils ont, comme quoi ils connaissent ce genre de choses, puisqu'ils ont vachement insisté sur l'opportunité. C'est-à-dire, oh non, mais il avait rien prémédité. C'était juste une opportunité. Fallait pas l'inviter. Donc c'est ceux qui l'ont invité qui sont responsables, hein, c'est pas lui. Donc ils ont essayé de faire passer une partie de la situation sous cette excuse d'immédiateté pour diminuer la part d'intentionnalité. Donc comme quoi, ces gens-là, ils connaissent bien comment ça fonctionne de base, puisqu'ils ont fait tout ce travail de tentative de mettre l'immédiateté en priorité, alors que c'était pas du tout de l'immédiateté, c'était de l'intentionnalité et de la préméditation. Voilà. Donc, cas d'école, je vous cite un exemple et un contre-exemple, comme ça vous permet d'avoir les deux situations. Et à chaque fois, on retombe donc là-dessus sur l'intentionnalité. Dans ces attitudes-là, dans ces pratiques-là aussi, il y a une obsession, c'est la destruction de l'innocence. D'où les enfants. Voilà. C'est pas le sujet spécifique aujourd'hui puisque je tiens à traiter le sujet de manière plus élargie, mais l'innocence, bon, c'est aussi l'enfance. Parce que si nous sommes ici et maintenant en train d'interfacer, d'avoir nos relations sociales entre nous, c'est pour un environnement d'apprentissage pour évoluer. Donc à partir du moment où vous détruisez l'innocence, vous détruisez l'évolution possible. L'évolution ne peut pas avoir lieu puisque vous brisez les gens. Et pour une personne que vous brisez toute la famille autour. On se comprend sur le principe? Bon. Si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, et aux âges que vous avez, à moins que vous ayez des petits-enfants ou des jeunes enfants, vous comprendrez, je vous invite à regarder de nouveau Bambi. Parce que si vous regardez Bambi avec un peu de recul, vu que à l'heure actuelle la France est surnommée Pédolande, je peux vous assurer que vous le regarderez différemment Bambi. Et si vous regardez les films de Disney,
malheureusement, alors pas tous évidemment, mais il y a quand même cette ligne directrice d'insécurisation des enfants et de destruction de l'innocence qui est quand même bien présente. Donc ce sont des choses qui sont instillées. On est sur du principe, on est sur du concept. Donc ce sont des choses qui, si elles sont mises en place, c'est bien parce qu'on a compris comment ça fonctionne. Sinon, on va pas s'enquiquiner à aller bidouiller le scénario d'un dessin animé pour enfants ou bidouiller des recrutements, etc. Donc les mises en pratique sont très diversifiées, mais si vous regardez et que vous comparez, vous avez une ligne directrice qui est toujours présente. Et cette obsession de la destruction de l'innocence, c'est aussi pour nous faire globalement régresser. Parce qu'on est là pour apprendre, on est là pour évoluer, donc c'est pour nous amener vers l'inverse. Et je suis obligée de le préciser, le Graal de ce genre de pratique, de ce genre de vice, c'est de mettre ces victimes dans l'obligation de faire elles-mêmes. Comme ça, on salit la victime devient elle-même coupable et ne peut plus se plaindre d'être victime. On se comprend sur l'idée ? Si vous allez regarder le film Les Survivantes, vous comprendrez, je ne veux pas vous spoiler, mais c'est vraiment le Graal de ce genre de pratique, c'est d'arriver à rendre coupable sa victime. Donc quand on dit les vices, V-I-C-E-S, c'est pas juste pour faire Miami Vice et se mettre des vestes très colorées des années 80. On est bien sur des pratiques, sur des techniques, sur des concepts qui ont des aspects diversifiés selon les secteurs, mais vous retrouvez toujours la même ligne directrice. Donc quand vous avez un doute par rapport à une personne, des films, des recrutements, cherchez la ligne directrice. Quand vous prenez la peine de chercher la ligne directrice, là vous savez si oui ou zut. Je dis pas de généraliser, je dis pas de globaliser, je vous invite juste à être lucide sur la ligne directrice de l'intention qui est derrière. Parce que le critère numéro 1 de jugement, c'est pas pour rien que c'est l'intentionnalité. Donc, vous vous interrogez sur l'intentionnalité réelle derrière le projet, et normalement, ça vous fait déjà un premier tri pour savoir qui, quoi, quand. C'est assez radical d'ailleurs quand on commence à s'interroger sur l'intentionnalité qu'il y a derrière. Parce que finalement, ils sont assez grossiers. C'est assez visible. Quand on commence à chercher l'intentionnalité, c'est pas si compliqué de faire le tri finalement, parce que ce sont des personnes qui cumulent aussi avec le reste généralement un orgueil particulièrement dystrophié et qui s'arrangent pour quand même laisser filer des petits trucs pour pouvoir se la péter. Donc si vous interrogez vraiment l'intentionnalité, le tri, vous le faites vous-même. Voilà, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, vous êtes capables de faire le tri. Ensuite, qu'est-ce qui leur arrive après ? Sur ce qui leur arrive après, je reviens sur le critère numéro 1, l'intentionnalité. Réelle, pas celle qu'on est au courant ou partiellement au courant, réelle, parce que de l'autre côté, en fait, il n'y a pas de témoins qui ment, il n'y a pas de preuves qui sont égarées, la corruption, ça passe pas non plus. Il n'y a pas de personnes faisant partie de société qui éventuellement peut-être obéiraient plus à cette organisation qu'à leur truc. Voilà, bon. Ces choses-là, ça n'existe pas parce que quand on arrive de l'autre côté, la reliance à l'âme fait que c'est une lecture de l'âme. Donc même les trucs que nous-mêmes on ne sait pas sur nous-mêmes, c'est su. Donc les paroles qu'on a eues, les actes qu'on a eus, les comportements qu'on a eus, de toute façon tout est su. Alors vous mettez pas martel en tête, il y a personne qui est un saint ou une sainte. On a tous eu des moments de colère, de ras-le-bol, de fainéantise ou des erreurs que l'on a faites. Je suis pas en train de vous dire que c'est un cours en sainteté, que les choses soient claires. Mais j'essaie simplement d'attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a absolument rien qui est ignoré. Même ce que nous on ignore sur nous-mêmes, c'est pas ignoré.
Et du coup, ils sont dans une justesse que nous, ici et maintenant, avec nos imperfections, nos pensées limitantes, notre éducation, on n'est pas capable d'atteindre. Parce qu'ils ont vraiment la totalité du dossier. Voilà. Et de ce point de vue-là, si vous êtes conscient de ça et que le critère numéro 1, c'est l'intentionnalité, là, ça devient assez facile de comprendre ce qui se passe derrière. Alors, j'ai appelé ce point les fuites imbéciles. Une des choses énervantes, c'est toute la peur qu'il y a encore autour de l'enfer. Les films, ceux qui vous menacent, que vous allez en enfer, etc. Enfin bref, tout ce discours-là de peur, parce qu'on retombe toujours sur la peur, concernant l'enfer. Il y a 2-3 trucs avec lesquels je suis quand même d'accord dans la Bible, même si j'aurai jamais la patience de la lire. Une des choses que j'ai retenues, c'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc de la même façon que vous avez des niveaux, plusieurs niveaux en haut, si vous me permettez de le dire aussi de manière synthétique, mais vous avez aussi plusieurs niveaux en bas. Ok ? Donc au moment où on décède, vous avez la reliance à l'âme qui se fait, normalement, elle se fait. Si la personne qui a été atroce dans sa vie actuelle, il y a la reliance à l'âme qui se fait, eh bien l'âme, généralement d'en haut, va à ce moment-là faire le ménage. Il y a une sorte de lessive qui se fait, une prise de conscience globale, une intégration de l'expérience de vécu qu'il y a eu, et à ce moment-là, d'un commun accord, il y a un programme de réparation qui est choisi dans les vies ultérieures. Ça, c'est pour le principe de base. Maintenant, vous avez ceux qui sont les pires, qui savent très bien qu'ils vont devoir souffrir en retour et qui savent très bien ce qu'ils ont fait souffrir et qu'ils n'ont pas envie de souffrir en retour pour tout ce qu'ils ont fait souffrir, peuvent fuir la reliance avec leur âme. Le point super, que j'espère que je vous arrache un petit sourire quand même, c'est qu'il n'y a même pas besoin de les y envoyer, ils y vont tout seuls. En s'imaginant qu'ils ont une super idée. En plus, ils sont super persuadés qu'ils ont une super idée. Parce que du coup, comme ils sont, quand on est délivré du corps physique, on est vraiment tel qu'on est au niveau énergétique. C'est-à-dire le plus ou moins lumineux, plus ou moins sombre, etc. Et donc, ils sont tellement sombres qu'ils veulent aller là où ils sont à l'aise. Donc, où il n'y a que des gens comme eux. Qui sont pas plus gentils qu'eux. Et donc, en fait, ils se choisissent leur propre enfer. Ils y vont volontairement. C'est là où faut arrêter de se focaliser parce qu'il y a des gens qui sont des gens bien et qui toute leur vie vivent dans la peur d'aller en enfer. Parce qu'on leur a mis ça dans la tête quand ils étaient gamins, le moindre truc, tu fais un pas de côté, c'est l'enfer. Tu dis bonjour 5 secondes trop tard, tu vas en enfer. Je vous le fais de manière caricaturale, mais il y a des personnes à qui on a vraiment mis ça dans la tête depuis qu'ils sont gamins. Non, déjà, faudrait que tu aies commis des actes qui fassent que, et faudrait en plus que tu sois tellement dark que tu ne supportes pas la reliance avec ton âme une fois que tu seras parti. Et à ce moment-là, tu vas volontairement, il n'y a même pas besoin de te pousser ni de t'offrir un ticket de resto. Voilà. Et du coup, vous avez les personnes qui vont dans les niveaux inférieurs, c'est pas parce qu'on les y pousse, c'est parce qu'ils veulent aller là où ça leur ressemble, là où ils sont à l'aise tels qu'ils sont. Donc ils se choisissent leur propre enfer. On se comprend là-dessus? Bon, je vous ai au moins arraché un petit sourire. En ce qui concerne le côté tribunal, ça aussi il faut que je précise, parce que y a pas un vieux monsieur barbu, patriarcal, genre 19e siècle, ou Moyen-Âge, inquisiteur, qui nous juge à la sortie de la récré, comme si déjà la vie c'était la récré, enfin bref. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il peut y avoir des cas exceptionnels et quantitativement exceptionnellement rares. Donc sur le côté quantitatif, on n'y est pas. C'est une procédure qui existe, mais c'est vraiment rare et peu quantitativement quand vous avez des cas qui sont tendancieux.
Vous avez la personne qui n'a pas rejeté la reliance avec son âme, mais qu'elle est pété trou ou qu'elle est rétive. Les situations qui sont pas complètement nettes, on va dire, où il y a vraiment besoin d'avoir l'appréciation de personnes qui sont plus en connaissance, qui ont accès à plus d'informations et qui vont avoir plus de justesse. Et là, en fait, il y en a 3 dans ces cas-là, mais c'est pas les 3 toujours mêmes, ça tourne. C'est un fonctionnement déjà par roulement, par autorité, mais dans ces cas-là, ça n'a rien à voir avec ce que nous on appelle un tribunal en fait. C'est comme un conciliabule de référence où vous avez 3 personnes, parce qu'il faut que ce soit un nombre impair, qui vont se faire une idée. Et nous, on a l'impression que c'est lourd, mais en fait, c'est super rapide parce que comme ils sont sur des niveaux de réalité vachement plus élevés que les nôtres, en fait, au niveau des fréquences, ça pulse, c'est vachement plus rapide que nous. Et là, vous avez à ce moment-là quelque chose qui peut ressembler à éventuellement ce que nous on appelle un tribunal, mais c'est absolument pas un tribunal. C'est déjà rare quantitativement, puisque les choses se font la plupart du temps spontanément et naturellement, en fonction de ce que la personne accepte de vivre ou pas de vivre, de reliance avec son âme ou pas de reliance avec son âme. Donc la plupart du temps, ça se fait tout à fait naturellement. Là, c'est vraiment rarement quand il y a des cas litigieux, des cas tendancieux où il y a besoin de quelqu'un qui a plus de sagesse, plus d'autorité, qui va donner son avis. Mais franchement, en plus de 30 ans d'expérience, j'ai vu ce cas de figure 2 fois. Donc, quand je vous dis quantitativement, c'est pas la notion la plus fréquente. J'essaye d'être complète dans mon propos, donc je vous le dis, mais c'est vraiment rare. Donc, quand vous avez des pastiches de vieux monsieur barbu qui vous fait l'inquisiteur du haut de son tribunal dans son nuage, non, c'est pas comme ça. Voilà, c'est pour les enfants éventuellement pour commencer à leur expliquer. Et encore, je suis pas sûre parce que bon, ça leur met des trucs dans la tête qui sont pas justes. Alors du coup, c'est pas forcément mieux non plus. Donc en tout cas, voilà, le discours, mon propos est complet par rapport à ce que je peux vous expliquer là-dessus. Alors, le dernier niveau de gravité, le niveau de gravité ultime, c'est la destruction de l'âme. Je sais que je heurte quand j'aborde un petit peu ce sujet. Bon là, le sujet s'y prête, donc je l'aborde. L'âme aussi a une vie, elle a une naissance, et elle peut avoir une fin. Quand on dit, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la deuxième mort, mais pas la deuxième mort positive, hein, la deuxième mort tout court. Quand ça arrive, c'est lorsque l'âme en question a tellement dévolué, s'est fait une ardoise karmique tellement monumentale que c'est irrécupérable. Et dans les situations où c'est irrécupérable, il y a destruction de l'âme. Il y a un cas qui est célèbre, c'est Hitler. Alors, je vous explique, une des 2 machins, alors au cas où ce serait publié, je dis machin comme mot, comprenez celui qui commence avec un P qui suit vers un U, mais on va dire machin. Une des 2 machins qui sont à l'origine de ma destruction, qui ont commencé en 2012, a téléphoné à la responsable, la présidente de l'association dans laquelle j'intervenais à ce moment-là, à Aix-en-Provence, puisque j'ai fait les allers-retours pendant 5 ou 6 ans, pour lui expliquer que j'étais une très mauvaise personne et que j'étais en lien avec Hitler. Bon, dans ces cas-là, tu t'achètes un miroir, chérie, puis après on discute. Mais moi déjà, alors la personne, elle m'appelle et puis, mais elle voulait me tester. Alors je pense que c'est un peu pour ça aussi que j'y suis plus dans cette association, parce qu'à un moment donné, il faut quand même pas exagérer. Donc elle m'a téléphoné pour me piéger, en me commençant cette question, en me disant mais je sais plus comment elle avait sorti ça. Est-ce que tu es en lien avec Hitler? Bonjour. Bah là ça va être compliqué, son âme a été détruite. Ah bah tu penses comme moi. Bah je sais pas ce que tu penses, mais là je suis en train de te répondre. Donc évidemment après j'ai demandé un peu plus de contexte quand même, parce que se faire téléphoner comme ça à brûle pour point, est-ce que tu es en lien avec Hitler, ça surprend quand même. Bon,
Des gens qui se prétendent vous respecter, qui se prétendent amis avec vous, ça surprend quand même. Et du coup, elle m'a expliqué que l'autre était en train de les harceler depuis des mois, en train de dire mais c'est une mauvaise personne, il faut arrêter de l'inviter, oh là là, Hitler. Je sais pas combien d'associations elle a téléphoné, hein, mais bon, c'est pour vous donner une idée du personnage. Et en fait, cette dame étant elle-même médium, elle avait eu de son côté cette information-là, comme quoi son âme avait été détruite. J'ai dit, bah écoute, t'as eu la même information que moi, donc pourquoi est-ce qu'on est en train d'avoir cette discussion? Puis elle a fini par me dire, oui, bon, c'est bon, j'ai compris, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à dire, t'inquiète, on parle autre chose. Okay. Et pourquoi il y a cette aura qui est restée? Bah, c'est pas lui, c'est notre construction à nous. Parce qu'on construit la réalité, on co-construit la réalité avec nos pensées, nos peurs, nos émotions. Donc, c'est pas le personnage d'origine qui existe encore en tant qu'âme, c'est toutes les peurs, les émotions, les indignations, les obsessions qui ont construit un Hitler bis, si vous me permettez de le dire ainsi. Mais c'est une construction, c'est pas la personne d'origine. Est-ce qu'on se comprend bien sur la différence? Si vous voulez un autre cas de figure plus positif, renseignez-vous sur Jeanne d'Arc. J'ai utilisé le cas de Jeanne d'Arc au niveau des ateliers. Ça te rappelle les souvenirs? Voilà. Et c'était un gentil piège, voilà, un gentil piège. Mais c'était comique parce que à chaque fois j'avais des personnes qui partaient sur la Jeanne d'Arc originelle et d'autres qui venaient sur l'autre Jeanne d'Arc. Parce qu'en fait, la Jeanne d'Arc de référence, c'est la Jeanne d'Arc que l'on a construit avec notre inconscient collectif. Et du coup, si vous posez des questions sur Jeanne d'Arc, surtout, vous faites bien le distinguo, précisez bien si c'est le personnage historique. Si vous voulez des informations concernant les faits qui ont vraiment eu lieu, précisez bien la Jeanne d'Arc historique. Parce que c'est une figure tutélaire qui est devenue très importante et nous construisons. Si les dieux, les anciens dieux, des anciens panthéons grecs, romains, etc., sont tombés dans l'oubli, et ont été vidés de leur substantifique moelle, c'est parce qu'il n'y avait plus de gens pour les prier. Le principe de la prière, c'est de diriger notre intentionnalité d'amour, d'intention justement, de conscientisation, et on alimente un courant collectif. Plus vous avez de monde qui prie sincèrement pour une religion, plus ça donne de force à la religion elle-même. Quelle que soit la religion, en fait. Parce qu'on construit, on co-construit notre réalité, et donc on construit nos figures tutélaires. Et quand je faisais cet exercice-là au niveau des ateliers, c'était toujours comique, parce que donc vous en aviez qui partaient complètement dans une direction, les autres qui partaient complètement dans l'autre, et quand je disais oui, bah c'est bien, t'as raison, bah j'avais l'autre à côté qui faisait la tronche, bah voilà, j'ai tout raté. Et puis quand son tour arrivait, je dis bah voilà, t'as raison. Alors là j'avais les deux qui me faisaient on peut pas avoir tous les deux raisons, c'est pas possible. Et je leur expliquais que voilà, il y a quelqu'un qui était parti sur le personnage historique et l'autre qui était parti sur la figure tutélaire. Parce qu'on nourrit et on construit nos figures tutélaires, qu'elles soient religieuses ou non, de toute façon. C'est pour ça que il faut faire attention à ce que l'on construit. Et quand vous posez des questions, quand vous interrogez, faites bien le distinguo et soyez précis dans vos formulations d'interrogation, dans vos formulations de recherche, parce que vous pouvez avoir soit totalement l'un, soit totalement l'autre. Et donc, du coup, la destruction de l'âme, alors, la Jeanne d'Arc historique, elle existe toujours, hein, elle, il n'y a pas de problème. Et elles n'ont pas du tout la même personnalité, elles n'ont pas du tout les mêmes réactions, et elles n'ont pas du tout le même discours. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'était vraiment... pédagogiquement, c'était parfait pour moi. C'était vraiment un cas d'école parce que j'en avais toujours une partie du groupe qui partait complètement dans une direction et l'autre partie du groupe qui partait complètement dans l'autre. Donc c'était assez jouissif de mon côté. C'était ma petit moment de blague. Mais là, pour le coup, on est vraiment sur la différence entre les deux. Et le cas d'Hitler, parce que j'ai demandé à plusieurs reprises il y a des années de ça, son âme n'était pas récupérable. Donc en fait,
s'il y a entre guillemets quelqu'un qui répond au téléphone quand on interroge Hitler, ou qu'on essaye de se rapprocher d'Hitler en termes de méditation ou autre, quelles que soient ses motivations, on va avoir en communication la figure tutélaire que nous avons collectivement construite avec nos émotions, nos peurs, nos indignations. C'est bon? On se comprend sur la différence? Voilà. Alors, je me permettrai juste une petite digression pour finir. Il y en a un à qui ça va arriver. Et pas dans 20 ans. Je dis ça, je dis rien. Chut. Après, je vais avoir des ennuis encore. Oh. Donc, en conclusion, donc à l'exception des entrées forcées en criminalité, donc je vous ai donné l'exemple des enfants que leur agresseur oblige à devenir eux-mêmes des agresseurs pour pouvoir les salir, parce que c'est le Graal de la destruction de l'être. Bon, il y a aussi les banlieues parisiennes où il n'y a pas d'autre travail que les trafics, hein, où il y a aussi ça. Donc, je ne fais pas une obsession sur les enfants. Je parle des entrées forcées dans la criminalité. Donc, les entrées forcées dans la criminalité, bah forcément, l'intention de base, elle y était pas, et ça, c'est forcément pris en compte. Mais en dehors de ces cas de figure-là, où c'est une circonstance atténuante, tout est su. C'est une lecture de l'âme. Vous avez pété au mariage de la grande-tante, tout le monde le saura. Vous avez été rouler une pelle au garçon d'honneur tranquillo, on le saura aussi. Et même les choses que l'on ignore sur nous-mêmes remontent à la surface. Donc, tout ce qu'on peut reprocher à la justice, entre guillemets, des hommes, ne tient pas quand on arrive à cette étape-là. Et je vous invite, parce que ça, il y a un côté défouloir aussi, ça soulage, c'est à penser à tous ces criminels qui vont d'eux-mêmes, volontairement, en enfer. Et donc de les penser comme des imbéciles. C'est un petit côté défouloir, je sais pas pour vous, mais ils sont tellement intelligents, ils ont tellement réussi à tout frauder que ils y vont eux-mêmes. Oh, il n'y a même pas besoin de les emmener. Voilà. Donc ça, c'est le petit côté jubilatoire du truc. Et j'insiste, le libre arbitre, c'est pas un blanc-seing. C'est-à-dire que c'est pas le droit de faire n'importe quoi à n'importe qui. C'est un outil d'apprentissage pour nous responsabiliser, pour nous aider à évoluer, pour nous aider à nous améliorer, mais pas pour nous aider à être cons. Pas pour nous aider à être néfastes, pas pour nous aider à être criminels. Et la déification qui est faite du libre arbitre, il y a des jours, j'avoue, ça me dérange, parce que le libre arbitre n'est pas l'absence de responsabilité. Le libre arbitre est l'outil de la responsabilité. Et cette différence de perception, je suis responsable de rien et je peux continuer. C'est comme quand vous aviez au 19e siècle, parce que c'était socialement beaucoup plus prégnant dans la société, quand vous aviez toutes les commères et les femmes tyranniques et les briseuses de petits garçons qui allaient faire minauder devant monsieur le curé, qui allaient à confesse tous les dimanches, et sous prétexte qu'elles allaient à confesse, vous pouvez continuer la semaine suivante. Vous voyez ce genre de personnage? Bon, non, c'est le libre arbitre n'est pas, il faut pas déifier le libre arbitre. Le libre arbitre est un outil, et c'est pas un outil pour échapper à nos responsabilités, c'est l'outil de notre responsabilité. Désolée d'insister autant, mais dans le développement personnel n'est pas l'absence de responsabilité. Et on a tendance à vendre entre guillemets le développement personnel comme quoi il y a rien qui on devient un saint ou une sainte, en résumé, on devient un saint ou une sainte grâce au développement personnel, et donc il nous arrivera rien, on peut tout faire. Je vous la fais synthétique, mais il y a certains discours parfois qui me restent à travers la gorge. Non, de toute façon, qu'on fasse le développement personnel ou qu'on fasse pas le développement personnel, parce que ça aussi c'est libre, hein, on est chacun voit midi à sa porte. Nous sommes constitués de nos paroles, de nos actes, de nos émotions et de nos pensées. C'est nous qui en sommes à l'origine.
Donc qu'on soit dans un développement personnel ou pas un développement personnel, on sait qui on est, on sait ce qu'on fait. Qui on prend la peine d'être chaque jour. C'est ça notre principal challenge. Parce que la sainteté, vous y arriverez jamais. La perfection, vous y arriverez jamais. Et voilà, c'est pas comme ça qu'il faut l'envisager. Mais prendre la peine d'être la meilleure personne possible chaque jour, ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, et à vous-même, et à votre entourage. Et finalement, s'il y a un truc à retenir, c'est juste ça. La perfection, la sainteté, ça peut être aussi une source d'ego. Et l'ego, il a son utilité, mais quand il est débordant et prioritaire, il devient contre-productif. Donc, s'efforcer d'être simplement la meilleure personne chaque jour, c'est du boulot, c'est pas simple, et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, et à vous-même, et à votre entourage. Je tenais à terminer sur cette note positive. Merci. Merci à vous. Je te laisse prendre la perche. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet, un point que vous souhaiteriez que je développe plus ou que je précise concernant le sujet de cette conférence? C'est la place aux questions, donc n'hésitez pas. Ouais, on se connaît quand même, vous ne faites pas le coup de la timidité. Il n'y a pas une main qui se lève, quelqu'un qui a une question à poser? Ah, monsieur. Alors, elle arrive avec le micro. Oui. Non, elle le tient, c'est bon. D'accord. Quand vous parliez donc des âmes sombres là après le jugement, quel est le genre de sanction qui leur est attribué à ce moment-là? L'endroit où ils sont. Parce que en fait, pour être à l'aise, ils vont là où il y a les gens qui leur ressemblent. Donc, qui font les mêmes actes qu'eux, qui ont les mêmes comportements qu'eux. Donc, quelqu'un qui est coupable de violence toute sa vie va se retrouver dans un environnement où ce sera que de la violence. Ils choisissent ce qu'ils sont, en fait. Et c'est un enfer parce que c'est là où il y a les gens comme eux, en fait, tout simplement. Donc, c'est des environnements, c'est par strates. Ça, c'est quand on commence à faire de la projection de conscience, que ce soit par le biais de la méditation ou de la médiumnité ou autre. Alors, je conseille pas l'ayahuasca, désolé, mais je conseille pas les substances psychotropes. Parce que quand vous faites de l'ayahuasca ou autre substance psychotrope, vous le faites avec tout ce que vous êtes. Donc, ce que vous n'avez pas réglé avant de le faire, vous prenez tout dans la figure en même temps. Voilà. Donc, vaut mieux faire l'ayahuasca, si vous voulez, c'est en dernière étape. C'est quand vous avez réglé votre problème avec maman, avec papa, avec mon pantalon, avec mon soutif. Voilà. On règle tout ça avant, et après on fait l'ayahuasca. Je vous le déconseille de le faire avant d'avoir résolu vos plus gros dilemmes personnels. Mais ils vont vraiment là où ils sont. Donc, comme c'est dit, ce sera différent selon le niveau de gravité, de violence, d'intentionnalité, de destruction. Ils sont dans leur propre strate. Donc, en fait, eux qui étaient dans un environnement aussi, qui faisaient subir aux autres, ils se retrouvent dans un environnement où eux-mêmes vont subir. Parce qu'ils sont que avec des gens qui font ça. Et ils n'ont aucun espoir de rédemption. Mais ils n'en ont pas envie. Parce que la rédemption, oui, merci pour le micro, parce que l'histoire de la rédemption, elle se fait si on a accepté la reliance avec l'âme. Et je précise donc les âmes venant en duo, voilà, parce que du coup l'âme a fait comme un lavage en fait. C'est comme si elle vous prenait le linge sale de votre vécu et on passe en revue tout ce qui cloche, tout ce qui fait du karmique, etc. Et puis on se fait son programme de lessivage, c'est-à-dire de repentance karmique pour pouvoir payer les factures qu'on a à payer parce qu'on a fait du mal. Et à ce moment-là, on programme les vies suivantes en fonction de ce qu'on doit vivre pour payer sa facture. Mais la rédemption, ça passe par le repenti. Ça passe par la réparation des victimes. Et de toute façon, alors plus on est une vieille âme qui est beaucoup venue, plus le sac à résoudre il est grand, le sac de lessive il est grand. Mais de toute façon, pour pouvoir être complètement soi-même dans ses pompes, dans son caractère, dans sa vie,
Ça ne peut se faire qu'une fois qu'on a assumé, géré, résolu et réparé tout ce qu'il y a dans le sac. On se comprend sur le principe? Est-ce que je peux continuer sans... Alors, on va peut-être passer le micro à quelqu'un d'autre. Il y a Joseph qui... Et les âmes qui sont entre deux mondes et Je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait me poser la question. C'est le seul truc que j'ai pas mis. Je dis, il y en a bien qui va me demander. Ok, merci. Avant, vous avez parlé aussi de tous ces, comme Hitler, c'est pas les égrégores. Bah, on peut appeler ça égrégore si vous voulez. Enfin, si tu veux. Mais ce sont des choses que l'on constitue. Oui, les égrégores, c'est ce que... Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses entre la partie historique et ce que l'on constitue. D'accord. Et les âmes qui peuvent être, qui se baladent, et puis... Je vais répondre à ta question, Joseph. Ça, c'est généralement les personnes dont s'occupent les passeurs d'âmes, passeurs et passeuses d'âmes, c'est-à-dire les personnes qui sont un peu au milieu du gué, qui n'ont pas complètement fait leur chemin de familiarisation, qui ne sont pas complètement arrivés de l'autre côté. Je vous cite un exemple. J'ai eu un monsieur comme ça en consultation, à ce moment-là c'était téléphonique, et qui me dit, bah voilà, en dernière question, si vous pouviez avoir des nouvelles de mon ami. Puis bon, évidemment, moi j'ai l'image directe, je dis, il est bien décédé. Oui, il dit il y a 6 mois, ok. Donc il est bien décédé à l'hôpital. Oui, il est décédé il y a 6 mois à l'hôpital. Il dit, mais pourquoi vous parlez de l'hôpital? Je dis, parce qu'il est toujours à l'hôpital. Bah, comment ça, il est encore à l'hôpital? Mais non, je vous ai dit, il est décédé il y a 6 mois. J'ai dit, oui, ça j'ai entendu, mais il est toujours à l'hôpital. Bah, pourquoi il est à l'hôpital? Bah, parce qu'il sait pas qu'il est décédé il y a 6 mois. Ils appellent ça confident. Parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, on n'existe plus après le décès. Mais quand on commence à savoir ces choses-là, puis vous me suivez depuis quelques années pour la plupart d'entre vous, donc j'ai pas besoin de vous apprendre que l'on survit. Bon. Mais sauf que ce monsieur-là, il y a personne qui lui avait expliqué. Donc comme il continuait d'exister, bah il attendait d'être décédé. Et comme il était très médicamenté, bah lui, il a pas compris le changement. Donc il était toujours sur son lit d'hôpital en train d'attendre que ça arrive. 6 mois plus tard. Donc bah du coup j'ai eu une conversation avec lui, je lui ai expliqué sa situation, et puis à partir du moment où il a pigé, il s'est levé, il a constaté qu'il était capable de se mettre debout, donc que je disais la vérité, puisque son corps n'était pas capable de se mettre debout. Et puis à partir de là, ça a été instantané. Alors j'avais son ami au téléphone qui commençait à je fais quoi, je dis quoi, est-ce qu'il y a besoin? Non, c'est bon, c'est fait. Ah bon? Oui, non, c'est bon, il est parti. Parce que personne ne lui avait expliqué qu'on continuait d'exister. Donc comme il constatait qu'il continuait d'exister, il continuait d'attendre. Après, vous avez des personnes qui peuvent partir sur un choc, un choc émotionnel ou un choc tout court. Par exemple, un gros choc en voiture, vous avez le corps énergétique, si vous me permettez de dire ainsi, qui avec le choc, du coup, vous avez le corps physique qui reste bloqué dans l'accident lui-même, et avec le choc, vous avez la projection du reste de l'être. La personne peut ne pas avoir compris, parce que la personne se vit comme étant entière. Et alors que le corps, là, il y a le choc a créé la séparation. Vous avez aussi des situations, par exemple, typiquement au niveau des crimes, par exemple, vous avez la personne qui soit est dans un état de sidération, soit dans un état de colère, mais de dinguerie, et ce niveau-là de colère extrême ne permet pas la reliance avec l'âme. Ou alors la sidération, la personne, c'est comme si c'était un bug, quoi. La sidération, c'est un bug, donc la personne, elle est bloquée sur son truc, et tant qu'il y a personne qui vient lui prendre la main, lui expliquer. Et je vous cite un autre cas de figure, alors c'est drôle. J'ai une dame qui m'appelle à moitié paniquée parce qu'elle avait une consultation avant moi, et la personne l'avait vraiment effrayée en lui expliquant que son mari défunt, il n'avait pas fait son évolution, il a pas fait le chemin en entier, qu'il était en train de souffrir, elle m'est parvenue carrément en panique, et c'était marrant parce que son mari, moi j'avais en même temps. Donc il me traitait de tous les noms parce que la survivance ça n'existait pas, que j'étais un charlot, il m'insultait, il était très remonté contre moi. Et moi en même temps je lui disais ouais, je suis tellement un charlot, je suis en train de t'entendre, quoi. T'existes tellement plus que t'es en train de me parler, quoi. Voilà. Donc je lui renvoyais ses arguments parce que ce monsieur était, alors j'ai plus le mot, les gens qui croient en rien. C'est pas les agnostiques, voilà.
Je savais plus si c'était agnostiste ou agnostique. Ok, agnostique. Donc ce monsieur était un agnostique scientifique extrêmement buté, et donc il avait décrété qu'il n'existait pas. Il avait décrété que les médiums ça n'existait pas, et donc que les consultations ça n'existait pas. Donc à chaque fois qu'il consultait quelqu'un, il venait engueuler la personne. Qu'est-ce qu'on avait à raconter des conneries à sa femme alors qu'il n'existait pas? Mais si tu n'existais pas, comment tu me parles? Comment t'arrives à me parler? Alors bref, c'était un sketch. Franchement, cette consultation-là, j'aurais pu en faire un sketch. Donc j'avais un en panique qui était en train de s'inquiéter, lui qui était en train de m'engueuler, moi qui jonglais en stéréo, j'avais les deux. Et en fait, j'ai réussi à lui faire entendre raison en contrant ses arguments. C'est là où la fac de sciences ça peut aider, c'est qu'à chaque fois qu'il me mettait un argument de merde, je lui mettais un contre-argument de merde. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai réussi à faire fondre un petit peu son armure. Et puis en plus, comme si ça suffisait pas, j'ai la grand-mère qui est venue m'engueuler aussi. Parce que en fait, la grand-mère, elle est venue dire, mais il dit qu'il y a personne qui est venu, mais moi je suis venue. Mais forcément, il l'avait pas vu parce qu'il s'était construit une telle armure de certitude et de dénégation que du fin fond de son armure, il n'avait pas vu la grand-mère. Donc la grand-mère a commencé à en avoir assez de... moi, plusieurs fois que je viens, elle commençait à en avoir marre, la grand-mère. Donc j'avais l'épouse en panique, lui qui m'engueulait, la grand-mère qui n'était pas contente, et moi au milieu. C'est un sketch. Et en fait, donc je lui explique sa grand-mère qu'il aimait comme une maman. Donc du coup, le côté émotionnel a enfin fait un petit peu de truc. Quand je lui dis qu'il était déjà venu et que c'était de sa faute à lui s'il l'avait pas vu, alors là, ça, deuxième couche de truc. Puis à la fin, ça s'est ouvert un petit peu. À travers la faille qui s'est faite dans son armure, il a entrevu par lui-même sa grand-mère. Et de l'instant où il a vu sa grand-mère, fini. Tout est rentré dans l'ordre instantanément. Plus besoin de me justifier, plus besoin d'expliquer, plus besoin. J'avais plus que l'épouse, qui était toujours en panique au téléphone, qui était en train de me dire mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est bon, c'est réglé. Comment? Il a fini par voir sa grand-mère, c'est bon, il est parti. Mais c'était vraiment à la limite du sketch. Donc en fait, on peut être aussi victime de notre propre caractère trop fort ou de croyances trop fortes. Tiens, autre exemple. Comme ça, Joseph, tu auras vraiment tous les exemples. Dans la même session publique, j'ai eu en contact une personne qui était très croyante catholique, mais avec une grande ouverture de cœur, et une personne qui était très croyante catholique avec toute la rigidité que ça implique pour certains. Donc, en fait, et je dis ça, je pourrais le dire pour d'autres religions. Il se trouve que ces deux dames étaient catholiques, mais je pourrais le dire aussi pour d'autres religions, puisque c'est pas une question de religion, c'est comment on vit sa religion. Et donc, la personne qui vivait sa religion comme un tremplin, comme une fenêtre ouverte, le cœur ouvert, elle, mais c'était instantané. Elle est montée direct, ça s'est fait tout de suite, no problemo. Mais alors vraiment, un discours quasiment de sainte, une dame adorable, très lumineuse, voilà. Et la personne qui vivait sa religion comme de l'élitisme rigide, elle a commencé par engueuler Dieu. Parce que c'est pas ce pourquoi elle avait signé. Elle n'a pas trouvé ce qu'on lui avait dit qu'elle allait trouver. Donc il fallait que l'univers lui obéisse et soit comme elle avait décidé qu'il fallait que ce soit. Donc forcément, ça s'est pas bien passé. Voilà. Donc elle n'a pas pu faire sa familiarisation en entier et elle avait des croyances tellement rigides et tellement butées qu'il y avait vraiment un travail d'accompagnement à faire pour l'amener à progressivement baisser un peu pavillon à son propre bénéfice pour qu'elle puisse faire son cheminement en entier. Et je tiens à insister sur le fait que je vous parlerai d'une autre religion, je vous dirai la même chose. Là, ce sont deux cas concrets que j'ai eu en session publique, donc en effet, la religion était catholique, mais je pourrais vous le dire aussi pour d'autres religions. Et c'est pour ça que j'ai parfois un recul qui est extrapolé dans mes émissions, que ça m'énerve que ce soit extrapolé, parce que quand on a du recul sur la couleur, la culture, le genre, les religions, arrêtez de m'enquiquiner avec tous les ismes et les phobes.
Parce que c'est pas, en ce qui concerne les religions particulièrement, c'est pas de quelle religion on est, mais comment on vit sa religion. Et avec quelle sincérité on vit ses croyances. C'est ça qui fait la différence. Donc, eh ben, voilà les cas de figure que je pouvais te citer, Joseph. Quelqu'un d'autre a une question? J'ai vu plusieurs monsieur. Oui, j'ai entendu et j'ai lu qu'au moment de notre mort, il y avait toujours une personne de notre famille qui nous accueillait. Est-ce vrai? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est vrai dans beaucoup de cas, mais pas forcément. Parce que parfois ça peut être un guide qui nous a choisi, qui nous a suivi toute notre vie, qui va venir nous chercher. Mais c'est vrai que c'est généralement ça, parce que en fait on cherche à nous rassurer. C'est pour ça que quand on fait un développement personnel, qu'on commence à développer ses perceptions, ses capacités, etc., généralement le premier guide est souvent un familier. Parce que ça nous permet de nous rassurer et de limiter nos craintes. D'aller vers n'importe qui, vers n'importe quoi, de faire des conneries. Mais c'est pas une règle systématique. C'est quantitativement, c'est assez fréquent, mais c'est pas le seul cas de figure. Ça répond à la question? Oui, c'est pas systématique. C'est pas systématique. Et j'ai déjà vu des cas où c'était des animaux. Parce que il y a aussi certains guides qui se choisissent un corps animal pour être au plus près de nous. Parce que on les aime, nos petites boules de poils, de plumes et autres, donc ils sont toujours dans nos pattes, dans nos bras, voilà, très très présents dans nos vies. Et du coup, vous avez des guides parfois qui peuvent se prendre un corps animal. Et si on a connu ce guide sous une forme animale, il se présentera pour être identifié sous cette forme animale. Je peux abuser. Est-ce qu'on a bien une famille d'âmes? Et quand on est ici, on travaille avec cette famille d'âmes? Alors, il y a forcément une famille d'âmes, mais là encore, c'est une règle quantitativement la plus répandue, mais pas forcément la seule non plus. C'est-à-dire que les personnes avec qui vous avez eu le plus d'interrelations, c'est les personnes avec qui vous avez le plus de casseroles aussi. Donc, comme le but c'est d'essayer de s'améliorer, de résoudre les problèmes qu'on a mis en place, etc., vous avez des groupes qui sont plus ou moins, qui se suivent plus ou moins, pour essayer d'arriver à résoudre les situations. Cas de figure, donc je parle de moi comme ça m'évite de parler de quelqu'un d'autre. Mes parents étaient censés, en étant de bons parents pour moi, étaient censés réparer ce qu'ils avaient envers moi. Disons qu'ils ont plutôt aggravé l'addition. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit le libre arbitre, il faut faire attention à ne pas déifier le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est pas le droit de faire n'importe quoi, c'est un outil de responsabilisation. Donc, le côté famille d'âme, c'est parce que c'est des groupes de personnes qui ont des interrelations plus grandes et plus fréquentes, plus importantes ou qui ont marqué plus et que du coup qui arrivent à se suivre. Mais c'est pas hermétique et c'est pas systématique. C'est bon? Ok. Quelqu'un d'autre a une question? Là. Ah, voilà. Une vieille âme qui a terminé ses vies sur la Terre. Elle va où après, cette vieille âme? Ailleurs. Où ça? Sur une autre galaxie? J'ai envie de dire au choix, mais on n'est pas devant un buvet de glace, ni au flunch. En fait, quand j'ai précisé deuxième mort tout à l'heure, j'ai dit la négative. Parce que la deuxième mort, au sens positif du terme, c'est quand on a fini les cycles de vie physique et qu'on a fini d'apprendre positivement toutes les leçons qu'on avait à apprendre. Donc j'ai bien compris que c'est ce cas de figure qui est interrogé dans la question. On peut aller sur des planètes plus évoluées, par exemple. Alors je sais que cette phrase-là va être extrapolée. Coucou, et je sais que ça va être extrapolé. Mais on va sur d'autres niveaux en fait. Parce que la réalité, c'est comme un millefeuille, mais de couches qui s'interpénètrent, et vous avez 12 niveaux par couche, si vous me permettez de le dire ainsi. Donc, il y a 12 niveaux par couche, et il y a plusieurs couches. Ce qui fait que lorsque vous avez fini dans un cycle d'évolution, et ben vous allez au cycle, c'est un peu comme vous passez en classe supérieure, quoi, en fait. Voilà. Vous passez en classe supérieure, donc dans un environnement différent. Ça répond à la question?
Ça répond, et on peut le savoir ou pas, ça, quand on est en fin de cycle d'une vieille âme? Généralement, si vous arrivez en fin de cycle, vous avez suffisamment à la fois de contact de l'autre côté, de guides, de manifestations dans votre quotidien pour savoir que vous êtes plus proche de la sortie positive que de la sortie négative. Normalement. D'accord. Enfin, sans parler de sainteté ni de perfection, c'est pas de ça dont je parle évidemment. Mais comment vous dire, regardez les bouddhistes, ceux qui sont vraiment je parle pas de ceux qui sont bouddhistes parce que c'est à la mode, je parle de ceux qui le sont vraiment sur place, ok. Normalement, ils gèrent leur propre décès. Ils se mettent en méditation profonde et dans la méditation profonde, ils passent de la vie physique à l'absence de vie physique. Mais ils gèrent eux-mêmes le passage. Et certains ont fait un passage plus grand parce qu'ils se savaient dans leur dernière vie. Mais la dernière vie ne veut pas forcément qu'on a positivement fini son cycle. Quand j'ai commencé mon parcours de récupération, j'ai demandé où est-ce que j'en étais. Et je reviens de loin. C'est pour ça que les ateliers, c'est du pratico-pratique et c'est de l'efficacité, parce que je reviens de loin. Et on m'a dit, tu as encore 2 vies, donc celle-ci et une après. Et mais celle d'après, c'était la finition, c'était la fin, la finitude du truc. Et donc en gros, cette vie-ci, c'était la dernière chance qu'on me laissait pour tout réparer, pour tout résoudre, pour récupérer ma conscience, pour récupérer mes énergies, pour devenir la personne pour laquelle j'avais décidé de venir initialement. Cette vie était ma dernière chance. Et ça, on me l'a expliqué en 2010, j'avais 36 ans. Et là, je me suis dit, on passe la seconde, hein, parce que là, il était un petit peu temps de passer la seconde. Donc maintenant que j'ai fait tout ce parcours-là, je sais que j'ai encore une vie éventuellement, mais selon comment va se passer le reste de ma vie, je sais pas si ça va être forcément nécessaire, et en même temps que je le dis, je me fais engueuler. Donc pour l'instant, il est encore nécessaire apparemment qu'il y en ait une suivante, où je serai un petit mec bien gaulé qui profitera d'être séducteur. Chacun ses défauts. Mais c'est quelque chose qu'on peut demander, bien sûr. Mais il faut le demander avec sincérité, et on n'a pas forcément les réponses qu'on a envie. Enfin, les réponses qui sont données ne sont pas forcément celles auxquelles on s'attend. Je préviens. Merci. Alors, petite question. J'aimerais savoir si, lorsqu'une personne a été toxique toute sa vie, pour d'autres, bien évidemment, toujours ici sur Terre, est-ce qu'elle peut l'être encore et combien de temps Après. Oui. D'accord. Oui. Ça m'est arrivé en consultation, à ce moment-là, je faisais du face-à-face. C'est les peu de temps où j'ai pu faire du présentiel sur Angers. Et donc, il y avait une dame qui était venue, qui était une ancienne enfant qui avait ce genre de mère. Donc, une enfant démolie depuis longtemps et réduite et humiliée. Enfin, je passe le reste de la liste. Donc, déjà, de rester équilibrée psychologiquement et d'être toujours en vie, d'être toujours là, c'était déjà en soi une victoire. Ce d'ailleurs que je lui ai rappelé parce qu'elle avait aussi un manque de confiance et d'estime d'elle-même monumentaux. Donc je lui ai quand même rappelé que voilà, t'es vivante, t'es équilibrée, t'es en vie, voilà, c'est déjà en soi une victoire. Et alors qu'elle avait rien demandé, on m'amène sa mère. Et sa mère me fait une gueule de 3 kilomètres. Pardon, excusez-moi pour le vocabulaire, mais elle me faisait une tronche très très agressive, très très négative, et elle refusait de parler. Et en fait, cette dame était tellement quelqu'un de bien que pour sa guérison à elle, parce que sa mère de toute façon, de l'autre côté, ils savaient bien ce qu'elle était, hein. Donc ils espéraient rien du côté de sa mère, mais c'était un cadeau pour la fille que moi j'avais en face, que j'avais en consultation, de laisser une chance à sa mère de lui présenter ses excuses. Et comme cette dame savait que je lui raconterais pas de conneries, s'il y avait eu des excuses, je lui aurais dit. S'il n'y a pas d'excuses, je vais pas inventer des excuses. Mais comme il savait que j'allais respecter, c'était un cadeau pour elle.
Sa mère n'en a rien eu à foutre. Sa mère n'a présenté aucune excuse. Et quand j'ai fini d'expliquer à sa fille que, bon, elle passait à côté de cette opportunité, et que sa fille a voulu exprimer, et ben pendant que sa fille s'exprimait, elle l'engueulait et elle parlait en même temps exprès. Quand je vous ai dit il y a des personnes qui sont extrêmement butées, ça revient à ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était fier de ce qu'elle avait fait, qui avait tout fait exprès, qui n'avait aucun regret, aucune excuse, et qui de toute façon n'a été hors de question qu'elle prenne la peine de s'améliorer. Donc, par égard pour sa fille, parce que c'était une belle personne à qui il voulait faire le cadeau de cette dernière opportunité, ils ont pris la mère par le callback, ils l'ont obligée à se présenter. Elle n'a pas saisi cette opportunité, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle l'a pas saisie, et son cas à elle a été réglé. Quand je vous ai dit qu'il y a des situations intermédiaires, c'était un genre de situation intermédiaire. C'est-à-dire que la fille étant quelqu'un de bien, ils avaient laissé une marge de manœuvre à la mère, dans l'espoir d'une résolution pour sa fille, parce qu'elle était vraiment dans la souffrance, et qu'elle en avait bavé toute sa vie à cause d'elle, qu'elle avait encore des séquelles, etc. La dernière chance a eu lieu, point. Donc, on peut avoir été une MERDE pour son entourage toute sa vie, en être content et continuer. C'est là où on se heurte au libre arbitre. Le fameux libre arbitre dont je vous dis depuis tout à l'heure, faut pas le déifier, c'est un outil. C'est-à-dire que on est responsable de la personne que l'on choisit d'être. Donc à partir du moment où toutes les chances lui ont été laissées et qu'elle a fait exprès de continuer, on met le tampon en bas du dossier et basta. Et après les conséquences, elles arrivent. Mais elle avait eu le droit à un sursis, non pas pour elle-même, mais par égard pour sa fille. Ça répond à la question? Alors, le micro arrive. Non, mais le son est meilleur au niveau de l'enregistrement avec un micro. Et quand quelqu'un met fin à ses jours? Oh là là. Alors, c'est pas le sujet du jour, donc je vais pas vous développer une conférence en entier. Je me permettrai juste de vous dire deux choses. Premièrement, personne voulait faire ce sujet-là en conférence jusqu'à ce que moi je le fasse. Du jour où je l'ai fait, oh tiens, tout le monde a eu envie de le faire. Mais pas forcément pour dire des choses justes, donc là ça m'embêtait. Et deuxième point, dites-vous bien que les personnes qui partent volontairement, faut arrêter le discours ultra catho où on va en enfer parce qu'on a fait atteinte à la vie, etc. Non. Ce dont les gens qui sont partis volontairement souffrent le plus, c'est de la souffrance de leurs proches. Donc si vous voulez apporter un soulagement à une personne qui souffrait tellement qu'elle a préféré partir, c'est de lui donner tout l'amour possible, d'éviter de juger autant que possible et d'éviter de continuer à souffrir. Parce que le problème avec le deuil, c'est qu'il y a des personnes qui amalgament la souffrance et le souvenir. Il y a des personnes qui organisent la continuation de leur souffrance parce qu'ils ont l'impression que ça maintient en vie la personne. Or, ce qui soulage le plus les personnes qui ne sont plus là, c'est qu'on soit heureuse, qu'on soit heureux, que la vie, elle continue et qu'on ne soit pas dans cette souffrance terrible. Parce que quand ceux qui partent volontairement, c'est encore pire pour eux parce que du coup, comme ils sont partis volontairement, ils ont la responsabilité de la souffrance des proches. Et si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui est parti volontairement, vous lui faites un Big Mac, vous lui envoyez de la lumière tous les jours, vous l'embrassez virtuellement ou en projection si vous voulez, mais vous vous efforcez de passer outre votre souffrance. Ça ne se fait pas en 5 minutes, hein, clairement. Hein, je suis sur le principe, j'énonce un principe, c'est pas quelque chose qui se fait facilement ni rapidement. Mais le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire, c'est de ne pas être dans une souffrance cathartique où vous confondez votre proche avec cette souffrance. Ça répond? Ok. Il y a une autre question, je crois, et puis ce sera... Ah, donc du coup, il y en a encore deux, puis après, je vais vous libérer pour la pause. Bon, oui. Est-ce un privilège d'être réincarné, d'être un être humain? Oula!
Ah, c'est presque un sujet de philo, là. Ok, alors, là, ça m'oblige à contextualiser un petit peu au niveau du sujet. Non, parce que la première de religion, c'est l'animisme, c'est-à-dire qu'il y a une âme en tout. Jusque-là, on se suit, ok. Maintenant, ça évolue, c'est-à-dire que quand vous avez fini de faire le tour de vos vies physiques, humaines, antérieures, vous arrivez aux vies animales. Quand vous avez fini votre stock de vie antérieure animale, vous arrivez à vos vies végétales. Quand vous avez fini de faire le végétal, vous arrivez au minéral. Et quand vous transmettez les gens qui parlent, qui ont une forme d'interrelation et de communication avec des végétaux ou avec des animaux, bon, hormis s'ils ont vraiment un problème de schizophrénie, normalement il y a des chances que ce soit de la médiumnité, hein, tout simplement. Mais ce sont des âmes qui sont en évolution, donc on n'a pas le même niveau de communication. Ceci étant précisé, vous avez aussi des grandes âmes sages qui vont choisir ponctuellement d'être dans ce genre d'apparence de régression, mais pour un but précis, pour servir de locomotive, entre guillemets. Ça m'est arrivé de transmettre la parole d'animaux défunts où le chien disait juste waf waf et le chat miaou miaou. Et j'avais quelqu'un à côté qui me disait le chien veut dire telle chose, le chat veut dire telle chose. Mais ça restait assez sobre. En gros, on me montrait l'endroit où il y a la gamelle, l'endroit où ils aimaient le plus faire dodo, la personne qu'ils aimaient le plus, la personne qu'ils aimaient le moins, voilà. Donc ça restait assez restreint. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il peut y avoir des guides qui se choisissent cette forme-là de vie physique pour être au plus près de nous. Et ça m'est arrivé de transmettre la parole d'une chatte défunte. Alors elle m'a montré, elle m'a montré les rosiers, donc il l'avait enterré sous les rosiers. Elle m'a montré qu'elle bouffait les roses, et ils ont rigolé parce qu'ils m'ont dit bah c'est parce qu'elle bouffait les roses qu'on l'a enterrée sous le rosier. Et en fait, je me suis retrouvée à transmettre la parole d'un philosophe défunt. Elle avait une telle hauteur de vue dans les concepts qu'elle abordait qu'à un moment donné, moi-même, j'ai eu le vertige, j'ai punaise, je suis en train de transmettre la parole du chat, là. Et il y avait une distanciation entre cette simple vie physique, on va dire, du haut de l'arrogance que l'on peut avoir en tant qu'être humain, et je me suis retrouvée face à un philosophe, quoi. Mais à côté de ça, il y a des chats qui font juste miaou miaou et des chiens qui font waf waf. Voilà. Donc c'est une question d'évolution de conscience et d'évolution d'âme. Et je suis pas forcément pour le fait de se considérer en tant qu'humanité comme étant le summum du sommet. On n'est ni le summum, ni le sommet, ni les plus exemplaires. Nous sommes en cours d'évolution. C'est par rapport aux autres planètes, aux autres êtres. Voilà. Ah! Mais bon. En fait, vous retombez. Il y a un schéma de fonctionnement qui est récurrent, c'est l'évolution. C'est-à-dire que vous avez, alors je ne rentrerai pas dans les détails là non plus, mais vous avez des systèmes qui antérieurement ont été considérés comme des dieux sur Terre ou des inspirations de déités dans des civilisations précédentes par rapport à nous, qui en fait maintenant sont en pleine involution. Et d'autres qui sont encore en train d'évoluer. Il y a des sociétés qui ont fait vachement évoluer leur technologie, mais pas entre les deux oreilles. Et cela, c'est raclé. Et je dis rien d'autre. Voilà. Donc une dernière question à la dame blonde qui a sa veste beige. Merci Florence. Ah bon, c'était pas une question? Non, c'est pas grave. Oui, je vais vous demander quelque chose, mais vous avez déjà le temps. Parce que je ne comptais pas le dire. C'est pas grave, je vais vous dire. Ok. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce que notre âme, elle veut pas revenir? Qu'elle veut rester tranquille? Alors, là aussi, il faut élargir la question. Ah. C'est-à-dire que, en tant qu'âme, nous sommes de bons élèves, nous avons le schéma global et nous comprenons la nécessité de venir. Sauf que plus tu approches, plus tu sais la mère qui t'attend, le père qui t'attend, la famille qui t'attend, et il y a des fois, t'as moins envie d'y aller.
Ça répond à la question? Voilà. Eh bien, en tout cas, merci pour vos questions. Merci à vous. Je vous libère pour la pause et puis après nous ferons la séance de médiumnité. Et je sais qu'on a prévu des petites choses pour vous régaler et vous chouchouter. Donc n'hésitez pas et à tout à l'heure.